Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de Hope Channel Télévision. C'est votre émission télé préférée, l'émission Planète des Affaires. Une émission qui vous vient chaque mardi de 15h05 à 15h50. Une émission où nous parlons entrepreneuriat. Nous essayons de recevoir tous les acteurs du secteur entrepreneurial de la République démocratique du Congo et du Nord Kivu en particulier, la ville de Goma, où nous essayons un peu quand même de discuter sur la question de l'entrepreneuriat au niveau de la RDC. Comment les entrepreneurs arrivent-ils à survivre dans leur domaine, dans leur métier d'entrepreneur. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons reçu un jeune de Goma et qui est très exceptionnel, un jeune qui arrive à produire des ampoules économique ici à Goma, une production locale made in DRC. Un jeune que nous n'allons pas tarder à découvrir dans cette émission Planète des Affaires. Il s'agit bel et bien de M. Crispin Chiroluré. Bonjour à vous, M. Crispin, bienvenue. Merci, bonjour monsieur Marty. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Planète des Affaires. Pour nous, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Et tout d'abord, nous aimerions savoir, avant de tout dire, avant de savoir, nos invités, nos téléspectateurs sont très intéressés de savoir qui est M. Crispin. Alors, qui est M. Crispin? Merci, avant tout le plaisir de le partager, ça. C'est pour moi un très grand plaisir d'être sur le plateau de Hope Channel Télévision. Crispin, c'est moi, Crispin Chiroluré Amissi, c'est mon nom. Je suis entrepreneur ici dans la ville. Je suis de la ville depuis la naissance, bien entendu. Je suis ingénieur civil, ingénieur électrique de l'ULPGL Goma. Enfin, avant ça, je fais l'électronique. Je suis diplômé en électronique générale de litiges Don Bosco. Et voilà, je suis en affaires depuis pratiquement 2019. Depuis 2019. Et on sent pour vous que vous êtes toujours dans tout ce qui est électronique, je ne sais pas, électrique. Et d'abord, on aimerait savoir, avant d'aller plus loin, c'est quoi d'abord votre passion par rapport à tout ce qui est électrique? D'abord, quelles sont vos passions? Ah oui. Mes passions, enfin, en cette matière précise, donc je parle ici d'entrepreneuriat, des affaires et tout. Je suis particulièrement passionné par la technologie et les technologies en général. Tout ce qui est technologie vous passionne. Voilà. Effectivement. Et nous aimerions toujours revenir sur votre personne avant d'entrer dans le vif du sujet, mais savoir comment avez-vous su que vous étiez passionné de la technologie et comment avez-vous fait le choix, par exemple, des sections ou bien des facultés à l'université? Comment êtes-vous parvenu à sélectionner, par exemple, l'électricité, comme vous venez de le dire, au détriment des autres facultés? Je vais dire que je ne suis pas geek, comme on aime bien le dire. Je ne suis pas geek de ma naissance. J'ai eu une enfance pratiquement standard, vraiment commune à tout le monde ici, à tous les enfants de la ville. Mais peut-être la particularité, c'est que je suis un peu passionné de l'organisation, la structuration, en tout cas pas très pratique à proprement parler. Et surtout et particulièrement, je suis passionné de proposer des solutions à la communauté. Et je pense que la technologie, et particulièrement l'électricité, l'électronique, a été pour moi les domaines où j'ai senti que je proposerais des solutions beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus liées, collées à mon profil que d'autres. Et c'est pourquoi j'ai choisi, c'était avec bien sûr l'accompagnement des parents tout jeunes là, j'ai choisi de faire litige pour l'électronique. Naturellement, après ça, l'ULPG pour les génies électriques. Voilà, très intéressant comme parcours. Pour les jeunes qui nous suivent, vous nous suivez actuellement Planète des Affaires sur la chaîne 374 de Canal+. Vous pouvez nous écrire sur le numéro affiché sur le bas de votre écran et nous dire comment vous trouvez l'émission et surtout nous donner des suggestions par rapport à l'émission, tout comme nous donner vos appréciations et surtout poser aussi des questions par rapport à la situation entrepreneuriale actuelle de la RDC, mais aussi des questions sur l'invité du jour. Vous pouvez nous écrire sur un message normal, tout comme sur WhatsApp. Nous serons très ravis de vous lire. Voilà, Monsieur Crispin, nous avons déjà parlé de vos passions et tout ce qui vous intéresse. Et déjà, avant de parler de l'entrepreneuriat,
nous aimerions d'abord tout savoir comment vous définissez ces derniers, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, personnellement? Ah oui, l'entrepreneuriat, c'est déjà pas facile à définir. Hein, tout le monde le définirait comme il veut. Mais pour moi, c'est une des manières possibles de proposer des solutions à la société. Enfin, donc, de proposer des solutions aux problèmes que connaît la société. Avec forcément une contrepartie de création des richesses et de création d'emplois dans le sens de réduire la pauvreté. Et voilà, ça c'est le principal indicateur. Ça ne marche pas tout de suite, mais sur le long terme, que l'on se rende compte qu'en plus des solutions proposées aux problèmes de la société, il y a forcément la création de richesses, la création d'emplois. Et voilà. Voilà. Vous venez de dire précédemment que vous avez commencé, vous êtes actif en entrepreneuriat depuis 2019. Et on peut comprendre que, je ne sais pas si à ces moments-là, vous étiez toujours étudiant ou vous avez déjà fini vos études ou c'était comment? Absolument. Et je ne sais pas s'il faut déjà parler de défis, mais ça c'est un défi particulier que moi je connais en commençant les affaires. C'est que j'ai commencé en 2019, j'étais en G2, G1, oui, G1. Et je n'ai fini que ça va faire à peine une année. Et déjà ça a été pour moi un sérieux problème de faire les deux, faire les affaires et faire le cours à la fois. Mais puisque je ne voulais pas faire seulement des affaires, de l'entrepreneuriat, une sorte de jeu, une sorte de un peu la star du moment, je mets, enfin avec toute l'équipe avec laquelle je travaille, mettre un produit sur pied, pardon, et puis juste nous arrêter là, continuer quand même les cours et consorts. Je voulais et j'ai tenu vraiment ce cas. Si le produit est développé au labo, chez nous, qu'il soit mis sur le marché et qu'il soit consommé. Et qui dit marché ici, dit déjà tous les problèmes du monde, puisque vous comprenez tout ce qui va avec. Sinon, il y avait aussi cette possibilité-là de... Enfin, ok, je mets un produit sur pied, je le mets sur le marché, je communique et c'est fini. Je prends tout, je tire tous les avantages liés à ça. Vous connaissez tout ce qui produit la visibilité, je suis une star et tout et tout. Mais enfin, si ça ne rencontre pas les problèmes en termes de résoudre ce problème-là. Personnellement, je n'ai pas trouvé, enfin, je ne trouverai pas satisfaction là-dessus. Ça n'a pas été rose, et ça n'a peut-être pas encore été rose, mais au moins, je sens que voilà, il y a quand même un produit, il y a quand même une marque déposée, et c'est déjà un bon départ. Ce qui nous pousse directement à parler, parce que vous venez de parler de problèmes. Et nous aimerions tout d'abord savoir, vous en tant que jeune de Goma, quels sont les problèmes que vous avez déjà identifiés d'abord au niveau macro, c'est-à-dire les problèmes que tout le monde rencontre au niveau de la RDC, dans le cadre de l'entrepreneuriat, et les problèmes particuliers que vous avez rencontrés dans le secteur de l'entrepreneuriat. Ah oui. De manière globale, peut-être nationale ou provinciale, je pense que l'entrepreneuriat est le mal compris. Par qui? Par les jeunes, les politiques ou Ouais, les dirigeants? peut-être partout l'écosystème. Je pèse mes mots en tout cas, puisque souvent on confond peut-être le commerçant et l'entrepreneur en tant que tel. Et même en parlant de l'entrepreneuriat, oui, ça revient encore à un certain aspect au commerçant, mais on essaie aussi d'établir avec des standards mondiaux l'entrepreneuriat de survie à l'entrepreneuriat émergent. Avec la grande différence dit, ok, on ne fait pas que survivre en tout cas. Puisque quand on parle de l'entrepreneuriat émergent, l'entrepreneuriat ou alors les types d'entrepreneuriat où moi je me suis promis de m'engager, c'est que il faut être en mesure de tenir sur le long terme et être surtout innovant. C'est ça la différence. Puisque si je me dis, ok, d'ailleurs ça a été, j'ai réussi. Là je suis en train de parler de moi puisque vous m'avez demandé de rester dans les limites de moi. Voilà. Nous avons réussi quand même en équipe des attaques après que nous avions annoncé
euh, la marque Ecolite, notre marque de lampes. Puisqu'on nous disait, ok, mais c'est quoi l'innovation qui est derrière? À la limite, peut-être que vous payez juste des composants de l'étranger et venez les revendre ici sur le marché. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites tout ça? Et justement, l'entrepreneuriat, c'est quand on sent cet aspect-là d'innovation derrière le produit que vous proposez. Et pour moi, on n'a pas encore compris ça. Enfin, la plupart des membres qui constituent l'écosystème entrepreneurial national ou provincial. Et si on comprend, on ne comprend pas tous les enjeux et tous les défis qui entourent l'entrepreneuriat, puisque maintenant, en plus d'être innovant, il faut satisfaire les besoins du marché. Puisque, en fin de compte, ça ne sert à rien, je ne sais pas moi, de proposer une lampe qui sera connectée sur Internet et que un citoyen lambda ne va pas payer. Vous voyez donc, et justement, c'est tous les défis, c'est tous les problèmes, c'est toute l'équation en entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine où moi je suis, la technologie, c'est de pouvoir concilier ça. Donc, oui, comprendre bien le pouvoir d'achat du client et essayer quand même de rester innovant. Voilà. Et à part ça, donc dans les cadres macro, qu'est-ce que vous identifiez d'abord par rapport aux infrastructures, par exemple, de la RDC? Est-ce que le climat des affaires, il est assaini pour les entrepreneurs? Vous, en tant qu'entrepreneur, vous trouvez que vraiment la RDC, c'est un pays où un entrepreneur peut facilement se lancer et se développer sans difficulté? La réponse, en tout cas, désolé, mais elle est abrupte, non. Et c'est naturel aussi de le voir quand on est sur le terrain. Puisque je pense que pour toute chose, il faut une certaine historique, il faut une certaine parcours. Si on devait parler du parcours, entre guillemets, de la vie entrepreneuriale en RDC, en tout cas, on n'est pas très riche. C'est pourquoi, en tout cas, moi, je ne me plains pas par rapport à ça. C'est là maintenant que, voilà, il y a certaines gens, dont pas forcément moi, sont en train de comprendre qu'il faut maintenant construire cet écosystème-là de manière à ce qu'il y a beaucoup de structures étatiques et beaucoup de réglementations liées à l'entrepreneuriat dans tous les secteurs possibles ici en RDC qui ne sont pas encore formalisées ou réglementées. Désolé pour la tautologie. Et vous sentez que justement pour que ça soit réglementé, il faut qu'il y ait de précédents et tout. Et voilà, je pense qu'on est en train de construire et tout, mais jusque-là, en tout cas, on sent les contraintes, le manque du bon, ou alors du climat d'affaires optimal, il est factuel. Donc, selon vous, l'entrepreneuriat au niveau de la RDC ne bat pas encore son record jusque-là, mais quand même, on est en train d'y aller. Oui, il ne bat pas du tout son record, mais moi, je suis positif là-dessus. On est en train d'y aller. On est en train d'y aller. Et selon vous, que doit faire la génération actuelle pour essayer de préparer les terrains quand même pour les générations à venir qui vont venir avant nous? Parce qu'on peut observer à l'étranger, il y a des jeunes qui se distinguent avec, ils sont facilement millionnaires, facilement milliardaires, ils arrivent à contribuer à l'évolution de leur propre économie, de leur pays. Mais qu'en est-il maintenant des jeunes de Goma, du Nord Kivu, de la RDC? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à vos pairs pour qu'ils puissent également emboîter les pas comme des étrangers? Un mot, le sérieux. Pas qu'on n'est pas sérieux, mais peut-être plus. Puisque c'est vraiment un domaine très... ce n'est pas d'ilix au fait l'entrepreneuriat. Enfin, la plupart des jeunes, peut-être moi aussi à mes débuts, prenant l'entrepreneuriat comme un truc d'ilix. Sur la fiche, vous m'avez écrit CEO, quelque chose là-bas. Ah, ok, CEO. Et avec les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Et donc, on pense ça vraiment comme une star et tout, mais derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité à assumer et de croissance à assurer? Mais ça vous coûte tous les nerfs. Et ça vous coûte tous les nerfs au point que forcément vous pouvez être prêt à abandonner à 2, 3 jours, 4 jours après.
Et quand vous abandonnez les 4 jours après, qu'est-ce que ça devient? Qui devient, là je parle maintenant de l'ensemble, qui devient l'écosystème dans son ensemble après votre départ? C'est là qu'on reprend encore la routine et on n'arrive pas à se relever. Du coup, quand je parle ici d'hystérie, c'est ça. Être d'abord conscient que ça va vous prendre tout vos nerfs, tout votre temps, toutes vos ressources. Je parle de toutes les ressources possibles, aussi bien humaines que financières. Et que vous vous dites que vous êtes prêt à encaisser le coup et à continuer. Puisque peut-être vous rêvez plus que les coûts que vous recevez. Voilà. Et maintenant, comme nous sommes toujours en train de parler d'entrepreneuriat, nous allons beaucoup plus maintenant nous focaliser sur M. Crispin. Et comme il nous a déjà parlé déjà de sa perception de l'entrepreneuriat, de comment il perçoit l'avenir en RDC, les perspectives pour l'entrepreneuriat chez nous en RDC, nous aimerions maintenant savoir quand avez-vous fait la rencontre de l'entrepreneuriat et par quoi et comment avez-vous commencé? Il y a quelqu'un qui vous y avait poussé ou bien vous avez lu un livre ou bien vous êtes juste réveillé avec une révélation en tête? Comment ça a commencé? Donc, alors, ça a commencé peut-être avec deux volets, puisque j'ai eu un peu la chance pardon, de grandir dans une famille enfin, c'est la chance par rapport à ce que je fais actuellement, ce n'est pas la chance d'un point de vue universel. La chance de grandir dans une famille où on est un peu dans les secteurs privés, genre papa, maman, chacun se débrouille de son coin, sans totalement dépendre de quelqu'un d'autre. Et c'est là facilement que je pouvais quand même me retrouver sur le marché et comprendre comment les choses marchent et tout. Et peut-être à un certain niveau, rêver une certaine vie, entre guillemets, de commerçant. Seulement, en évoluant maintenant, après notamment l'école secondaire, je cite ici Litige Don Bosco, j'ai commencé à être un peu créatif hein, par rapport à la matière même entrepreneuriale que j'ai vécu un peu plus tôt. C'est là que j'ai senti que on peut quand même faire différemment que C'est venu comment? Vous avez lu un livre ou bien vous avez juste vous avez juste regardé les parents, vous êtes dit j'aimerais aussi emboîter les pas et aller dans ce secteur. Ah non, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est vraiment on a des gens qu'on rencontre. Pour moi particulièrement, ce sont des grands frères, ce sont des aînés que je pouvais de temps en temps visiter dans des ateliers, dans des maisons d'ingénieurs qui essaient quand même de faire différemment, offrir des solutions technologiques et tout. Et me rendre compte qu'il y a une affaire derrière qui ne s'aligne pas forcément avec les affaires ou les modèles d'affaires, les modèles d'entrepreneuriat que j'ai connus un peu plus tôt. Et voilà, et maintenant comment vous avez maintenant mis en place une idée et arrivé là où vous êtes aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes un grand monsieur aujourd'hui, bien que vous êtes modeste et très humble, mais quand même vous évoluez pas mal, vous arrivez à inspirer quelques personnes, parce qu'en partageant la fiche pour l'émission d'aujourd'hui, il y en a des jeunes qui m'ont dit oui, Crispin je les connais, c'est un jeune qui se distingue. Il y a d'autres qui ont dit j'ai déjà testé même sa marchandise, ça marche très bien, donc vous comprenez quand même il y a quelque chose que vous faites. Alors, comment êtes-vous arrivé jusque-là, maintenant concevoir l'idée, à réunir une équipe, réunir des fonds pour commencer ce que vous avez commencé? Comment en êtes-vous arrivé là? Heureusement que vous avez parlé de ça. L'entrepreneuriat de manière générale et encore plus particulièrement l'entrepreneuriat, la techpreneuriat comme on aime dire, l'entrepreneuriat dans les technologies, ça ne suffit pas votre seul courage, ça ne suffit pas vos seules ambitions et votre volonté à réussir et à faire tomber les murs. Il faut avoir une sérieuse équipe autour de vous et à tous les niveaux, en termes de techniciens, en termes d'ingénieurs, en termes de peut-être actionnaires dans l'affaire. Et tout au début, c'est un peu comme tout le monde, hein, des amis, on finit un litige, on se met ensemble, ok, on va mettre au point quelque chose. Ah, c'est quoi la chose? C'est Photon, enfin on l'appelle Photon. Nous sommes appelés Photon et Photon pourquoi? Puisque vous étiez à combien déjà quand vous avez commencé? nous avons commencé à 4. À 4, mais enfin une personne avait trouvé un peu mieux ailleurs, alors il s'est désolidariser de nous, mais on continue quand même comme ça.
Et voilà, photon dans le sens de... nous voulons briller parce que photon, en science, photon fait référence à la lumière. Hein, À la lumière. C'est la définition, ça c'est simple, c'est la définition d'Einstein de la lumière. Pour Einstein, la lumière, c'est une particule. Et, enfin, c'est un ensemble de petites particules. On appelle ça particules, une particule, maintenant il appelle ça photon. Photon. Lui, il Alors photon. vous avez créé Alors, avec photon. ouais, dans ce sens-là, photon, Pour briller. lumière et tout. Mais cette manière de briller, qu'elle soit particulièrement technologique, genre avec des solutions technologiques. Voilà. Et comment maintenant êtes-vous arrivé à continuer jusqu'à... Oui, c'est ça. Notre tout premier produit n'avait pas été commercialisé. Parce que nous l'avions testé, c'était très bon. Enfin, on l'appelait Télé-Accueil. Mais en fin de compte, on a décidé de ne pas le mettre sur le marché puisqu'il n'était pas commercialisable vraiment. Hein. Donc, en termes de rentabilité, tout le monde... Ça vous avait pris combien de temps pour Ça le nous avait, mettre en place? ça nous avait pris 5 mois à peu près pour mettre en place le premier produit. Et puis, brusquement est venue la période Covid. Vous vous rappelez la crise sanitaire? Enfin, c'était d'abord Ebola et puis Covid. C'est là que nous avions été un peu souples à réfléchir sur un produit pour attaquer ce problème-là. Parce que dès le début, je vous ai dit, on essaie d'aligner toutes nos solutions par rapport à des problèmes concrets qui existent. Et c'est là que nous avions développé un produit qu'on a appelé Smart Washing Kit, donc un lavement automatique. Un peu hygiénique et tout. Et en plus d'être automatique, il était aussi autonome en énergie pour essayer un peu de maintenir les standards là, ne touchez pas, qu'on se lave les mains sans toucher, qu'on sort. Nous avons vendu entre les 2 années suivantes, donc 2019, 2020 et 2021 presque, plusieurs dizaines de kits. Enfin, on a été quand même satisfait beaucoup plus par rapport à le fait d'avoir développé un produit from scratch, comme on dit, donc à partir de zéro, et l'avoir fait consommer. C'était quand même un bon début. Là, je vous arrête parce qu'il y a une très grande pertinence qu'on aimerait quand même soulever. Déjà, vous nous avez dit que vous avez fait 5 mois en train de développer le premier produit que vous n'avez pas commercialisé. Nous aimerions savoir comment vous avez fait, d'abord pour lever des fonds, pour commencer à rechercher des matériels et tout, et subvenir à vos besoins pendant ces 5 mois-là. Et après, comment avez-vous fait pour avoir aussi de l'argent pour développer ces prototypes-là que vous avez aussi mis sur le marché, qui sont devenus des marchandises? Comment êtes-vous arrivé à cela? Parce que plusieurs jeunes aujourd'hui, si tu les rencontres, tu leur dis pourquoi vous n'entreprenez pas, ils vont te dire j'ai beaucoup des idées, je peux même créer un pays, mais je n'ai pas de l'argent. Alors vous, personnellement, comment en êtes-vous arrivé là? Alors, à réunir des fonds. Ça, c'est quelque chose de très important, la levée des fonds. La manière standard, simple, naturelle de lever des fonds, c'est un financement propre, en fait. Genre, utiliser ses propres fonds. Ça, c'est clair, puisqu'on ne devrait pas attendre quelqu'un de l'extérieur, que quelqu'un de l'extérieur croit en premier avant nous sur un produit que nous voulons mettre en place nous-mêmes. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est d'ailleurs ça la raison que tout le monde avance. On n'a pas toujours tous les fonds pour développer tout ce qu'on veut. Pour un élève, un étudiant, c'est compliqué. Absolument. Alors, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions développé d'abord un prototype. C'était juste un petit modèle en tout cas. Ça nous avait coûté autour de $120 à l'époque. On sortait pratiquement de l'école secondaire. Là, l'entreprise n'était pas encore formée, les consorts. Et voilà, dès que nous avions eu le modèle, nous avions toujours une méthode de faire. Hein. Dès que nous avons un projet palpable et tout, un produit, nous l'exposons à quelques personnes pour avoir un peu leur intérêt, leur appréciation et consorts. Et une fois, nous avons rencontré quelqu'un, je ne vais pas le citer ici sur le plateau, et il avait été intéressé par ça. Et il nous a aidé. Ce n'était pas un financement total, mais il nous a aidé avec quand même une grande part pour développer 10 pièces, 10 produits du même modèle à la fois. Et voilà, on l'avait fait. C'est là que je voulais insister sur un mot.
il y a trois personnes qui sont susceptibles, genre trois groupes, trois genres de personnes qui sont susceptibles à vous appuyer financièrement quand vous développez un projet, un produit. La première, c'est vous, naturellement. Donc vous-même ou l'équipe, ça c'est le cas, c'est mon cas À précis. l'interne, en fait. Oui. La deuxième personne, ce sont vos proches. Donc la famille, les amis, puisque souvent, un groupe d'amis, on est plus prêt à sortir, à faire du chilling, et pas toujours faire un projet plus ou moins rémunérateur que le chilling. Je ne dis pas que le chilling n'est pas rémunérateur, avec tout le plaisir que ça donne, c'est aussi bon et tout. Mais voilà, un projet avec un potentiel entrepreneurial après. C'est toujours intéressant aussi d'avoir ce genre d'amis qui peuvent réfléchir dans ce sens-là, dans cette direction. Ok, voyons un peu, réfléchissons sur un truc et voyons ce que ça va donner après. Donc ça c'est le deuxième groupe. Et pour moi, en tout cas j'ai encore cette chance-là. J'ai ce groupe-là d'amis, de parents en premier lieu, de frères, des amis, des cousins, des oncles, tout, qui se disent ok, par exemple notre premier lave-main, je vous ai parlé de lave-main, c'était un modèle en tout cas qu'on n'était pas prêt à vendre, ce n'était pas du tout commercialisable, mais nous avions les parents d'un des amis avec lesquels nous travaillons qui a payé ça, en tout cas pas pour ses fonctionnalités, mais juste pour un peu comme nous soutenir. Pour vous encourager. Absolument. Donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir ça à l'esprit et dans l'équipe. Et enfin, c'est seulement quand vous-même avez créé en votre projet, en votre produit, notamment en y mettant tout ce que vous pouvez, au fond, en tout cas les extrémistes diraient tout ce que vous avez, mais c'est à vos risques et périls, que vous pouvez, enfin, quand seulement vous êtes à mesure de mobiliser vous-même vos propres fonds et éventuellement, si nécessaire en tout cas, les fonds de vos proches et tout, pourvu que vous parveniez à arriver à un certain niveau, c'est seulement là que vous pouvez avoir l'intérêt de plus grands partenaires que ça. Je cite ici la banque, les investisseurs, les gouvernements et tout et tout. Mais je pense que c'est en tout cas ça l'approche idéale. Ce n'est pas toujours très bien directement. D'ailleurs, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé de lancer une entreprise, de lancer un projet, un produit avec un prêt. Si vous êtes à mesure de trouver de l'argent sans obligation, sans contrepartie, c'est toujours mieux pour le lancement. Et pour un jeune, par exemple, qui finit ses études, qui est dans la même situation que toi, à l'époque, au fait, quel conseil tu peux lui donner pour trouver aussi le peu de moyens pour débuter? Parce que tu auras un jeune qui va te dire, moi, j'allais à l'école, c'est mes parents qui me payaient les transports, qui me payaient la scolarité et tout. Donc, je n'ai rien, je n'ai pratiquement rien. Et quel conseil vous pouvez maintenant lui donner pour avoir quand même un petit début là pour commencer? Parce qu'il ne faut jamais... On dit commencer à zéro, oui, mais ce n'est pas vraiment zéro. Ouais, Comment vous conseillez? Je ne suis pas toujours dans la bonne posture quand il s'agit de conseiller. Mais je pense, comme je l'ai dit, souvent on mystifie l'entrepreneuriat et tout. Pour quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas très grand-chose, le mieux c'est toujours commencer petit. Parce que souvent, comme je vous ai dit, bon, là je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas en train de faire du marketing sur le plateau. La lampe Cola ici de Photon, pour la commencer, on aurait dû commencer avec toutes les fonctionnalités de nos rêves. Mais pour qui est-ce que ça serait destiné au coût que ça prendrait? Alors nous préférons commencer plus petit que ça, sorry. J'ai un ami, il est très pratique quand il s'agit de si moi je n'ai pas grand chose, qu'est-ce que je fais pour commencer? Fais le minimum, fais le moindre. S'il faut, je ne sais pas moi, avoir un petit poulailler et tout à la maison, vendre quelque chose, pourvu que, en tout cas, tu aies, comme on aime bien le dire, du pouvoir d'achat, que tu aies une certaine masse monétaire entre tes mains, te permettre un peu
de gérer tes pénuries, tes ruptures et consorts, c'est toujours cool. Puisqu'en fin de compte, ça va être frustrant et tu vas perdre des vues, tu vas perdre surtout du temps et des repères, et là c'est pire. Voilà, là ça c'était Crispin Turluré qui est en train de nous parler de son parcours en entrepreneuriat. Nous allons finir cette partie par la partie où vous nous parlez maintenant de ce que vous faites actuellement. Comment vous avez comment vous avez pu arriver à la situation où vous commencez maintenant à développer des ampoules Made in DRC actuellement par un jeune de Goma. Ça va étonner plusieurs. Chez nous à Goma, on sait qu'on ne sait rien faire peut-être. La plupart qualifient des jeunes de Goma qui ne savent rien faire, mais vous faites la différence parce que vous arrivez quand même à produire quelque chose et nous aimerions savoir comment c'est arrivé et où est-ce que vous en êtes actuellement. Ok. Alors, comme je le disais tout au début, on n'a pas du coup commencé par ça. Donc, on a vraiment fait et continue à faire un vrai parcours de combattant. C'est ça la technologie. Il faut arriver à obtenir un produit qui vous convainc vous-même d'abord avant de convaincre les clients. Et particulièrement, en tout cas, je ne vais pas parler de tout ce que nous avions développé avant ça et conjointement avec ça. En parlant des lampes, l'idée c'était de faire des lampes Made in DRC de manière totale. Donc que tout soit fait ici à Goma. Donc là je parle du verre, du kilo, de la carte d'alimentation à l'intérieur, les laits, des consorts, de l'emballage aussi. Mais en analysant ça allait nous coûter beaucoup en investissement dans les matériels, dans les machines et tout, qu'on n'était pas prêt à donner. Alors nous avons décidé de faire autrement. Déjà, faire autrement, ça voudrait dire s'allier à peut-être une entreprise qui est dans la verrerie ou dans le fer, le métallique, pour les kilos. Une lampe, c'est tout ça. Une lampe, ce n'est pas que l'électronique ou l'électrique, c'est aussi le verre. Enfin, maintenant, ce sont des verres plastiques. Donc, vous voyez que c'est l'industrie plastique là. Il y a le kilo, donc le vis là qu'on introduit dans le socket. Ça, c'est le métallique. Donc, il faut aussi développer toute une chaîne métallique dans votre industrie. Et pour nous, en tout cas, ça ne nous a pas été réaliste de commencer comme ça. Et ce n'est pas du tout réaliste à tous les niveaux ici à Goma, puisqu'à Goma, on n'a pas d'industrie métallique, on n'a pas d'industrie plastique aussi. Enfin, c'est maintenant qu'on commence à en avoir, mais pas vraiment poussé jusqu'au point de nous fournir des produits avec une très grande finition qu'on aimerait avec les lampes. C'est là que nous avions adopté une autre approche, c'est pouvoir recycler les lampes. Donc des lampes à LED, des lampes économiques à LED qui ont déjà été utilisées et tout, qu'on puisse les recycler, un certain procédé de lavage pour que ça semble encore nouveau, revoir les cartes un peu comme réparer au cas où ça serait foutu, sinon remplacer. On a fait pour quelques dizaines de modèles, mais nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas compétitif, économiquement parlant. Puisque ça c'est un objectif principal, comme je l'ai signalé tout au début, c'est arriver à avoir une bonne part du marché en fin de compte. Et on ne pouvait pas continuer comme ça, clairement. Alors nous avons décidé de commencer bloc par bloc dans l'industrie, dans la chaîne de la lampe. Parce que souvent les gens perdent de vue quand on parle de production. La production ne veut pas dire forcément à partir des zéros que vous faites, vous embrassez tout. La production, c'est d'abord la marque. Je vais vous donner un exemple. Prenons avec iPhone. Les iPhones sont technologiquement conçus en Californie, mais techniquement, les composants produits en Chine. Ça, tout le monde sait. Mais c'est une marque américaine.
Vous voyez? Donc, la première des choses dans l'industrie, c'est d'abord la marque. Et l'autre exemple la plus pertinente d'ailleurs, je donne l'exemple de certains opérateurs économiques ici dans la ville ou des opérateurs économiques est-africains. Ils ont des usines en Chine, mais sous couvert d'une certaine marque qu'eux ils appellent locale. Et ces produits-là, il est made in local. Voilà. Donc, pour dire que la première des choses, c'est que l'industrie, la production, c'est la marque. Et la marque, pour nous, c'est Ecolice. Donc, c'est une marque 100% congolaise. Alors, en parlant de la production, particulièrement pour une production industrielle du genre de notre lampe, c'est que il y a d'abord une partie, c'est en tout cas le premier bloc de la chaîne, où il faut avoir tous les composants de manière vraiment éclatée. Donc la lampe de manière éclatée. Des composants électroniques, il faut avoir le verre dans une chaîne, il faut avoir le kilo dans un autre bloc. Et puis il y a un autre bloc où il faut maintenant les assembler. Voilà. Et comment vous faites maintenant pour acquérir ces matières premières-là? Exactement, je continue. Après les avoir assemblés, donc on imprime notamment la marque sur la lampe et puis on fait le conditionnement, donc l'emballage, et puis on met sur le marché. Alors, quand je vous ai parlé de nos deux premières tentatives qui ne nous avions pas convaincus, dès le début, à savoir le recyclage et la production en partant de zéro. Nous avions choisi une autre manière de faire. C'est de concevoir. Concevoir, ici je dis, une conception purement technique. Donc, on met sur pied toutes les caractéristiques, toutes les propriétés, surtout électriques de nos lampes. Nous voulons des lampes de 5 watts avec une telle luminescence et 7 watts et consorts. Alors, on fait tous les fichiers du projet, nous les envoyons à nos amis industriels qui sont en Chine. Ce sont des amis avec lesquels nous avons évolué ici et qui évoluent maintenant en Chine. Et ils nous aident maintenant dans le premier bloc là, donc de préparer tous les composants et tout ce que j'ai dit là, plastique. Parce que là quand même il y a l'industrie pour produire tout ça. Oui, il y a un autre aspect que je veux identifier comme je suis en train d'évoluer et ils nous envoient ça comme ça ici. Et puis ici nous faisons les 2 derniers blocs de la chaîne, à savoir le montage, donc l'assemblage et le conditionnement. Oui, l'aspect que je vais dire ici, c'est que ici chez nous, en RDC en général, peut-être aussi dans certains coins en Afrique, quand on parle industrie, quand on parle production, puisque c'est de ça qu'on parle, on fait directement référence à l'automatisation, à la robotique peut-être, genre, quand on a annoncé notre marque de lampes, la plupart des gens s'imaginaient qu'il y aurait des robots qui font des histoires dans nos sites de production et tout, mais ce n'est pas ça. L'industrie, ça commence d'abord par le manuel ou l'artisanat, comme on aime bien le dire sous d'autres ici. C'est même un peu lamentable, mais d'autres ici ont été purement artisanales il y a peut-être 1 ou 2 siècles. Ce qui nous a intéressé particulièrement avec la Chine, c'est qu'ils sont presque entre les deux. L'industrie, c'est d'abord ça, l'artisanat, ensuite la semi-industrie, ensuite l'industrie maintenant purement automatisée. Vous voyez? Alors ici, chez nous, quand on parle de ça, c'est derrière ça, pour moi, nous avons compris à force d'expérience que ça, c'est un piège, au fait, et une erreur peut-être stratégique que la plupart d'entrepreneurs commettent. C'est que quand vous avez un certain financement, votre premier réflexe, c'est de payer directement des machines, beaucoup d'automates. Au lieu de sous-traiter, c'est là. Oui. Et puis, vous vous rendez compte qu'à un certain moment, vous faites maintenant la pénurie de matières premières et tout. Et pourtant, il y a moyen de développer votre produit d'abord manuellement ou alors semi-industriellement.
et puis évoluer et accroître petit à petit. Nous nous sommes rendus compte, ça c'est un exemple clair et terre à terre, qu'en Chine par exemple, la préparation des composants, ils les font manuellement. Donc ce sont des jeunes, ils se réunissent un peu comme en coopérative. Il y a une coopérative des jeunes, sont un peu comme des petites boîtes, peut-être des élèves de l'école secondaire ou des étudiants de l'université. Et leur rôle dans l'ensemble de l'industrie chinoise, c'est de préparer le composant, par exemple. Les autres, puisque dans la lampe, il y a aussi des petits morceaux de fil, les autres, c'est peut-être de préparer des petits morceaux de fil là. Alors quand la grande firme va venir comme vous préparer les composants, ils ne font qu'appeler le cas. Ce sont des jeunes, ils travaillent peut-être 22 heures sur 24 heures ou quoi, mais c'est ça un peu la culture là-bas. Effectivement, et donc ça sera déjà votre message de la fin parce que le temps nous fait défaut sur plein des affaires. Nous aimerions vraiment continuer à discuter sur cette question, mais le temps nous fait défaut. Alors, Monsieur Crispin, nous espérons vous revoir pour très bientôt et voir comment nous allons maintenant illustrer ce que vous nous avez dit aujourd'hui par rapport à votre production et que nos téléspectateurs puissent réellement être satisfaits par votre présentation qui est très pertinent. Monsieur Crispin, nous vous remercions pour votre présence dans Plein des Affaires. Je vous remercie. Et nous remercions également les téléspectateurs des Plein des Affaires qui ont suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Et nous vous disons au mardi prochain avec un nouveau numéro, sans tout autant oublier que demain mercredi à 8 h, il y aura une rediffusion que vous pouvez également suivre. Merci beaucoup.